Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans l'entretien de vision. La Sonatrach a dévoilé sa nouvelle stratégie climatique. Elle repose essentiellement sur l'investissement, le renforcement des capacités, le transfert de technologies et la réduction du torchage des gaz et des émissions du méthane. L'entreprise prévoit aussi l'intégration progressive de diverses énergies renouvelables dans le mix énergétique, le développement de nouvelles filières ainsi que les carburants à faible teneur en carbone et l'hydrogène vert. Objectif, absorber les gaz à effet de serre, voire les éliminer complètement à travers les puits de carbone. Il s'agit en vrai d'une nouvelle gouvernance climatique portée par la Sonatrach. Le groupe s'attellera pour ce faire à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation dans les domaines concernés. On reçoit pour en parler M. Wamer Abdelkrim, directeur central HSE à la Sonatrach. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci Madame pour cette invitation. Alors, la Sonatrach s'est engagée, je le disais, résolument à intégrer la composante lutte contre les changements climatiques dans l'ensemble de ses processus de planification et des programmes d'investissement aussi. D'abord, pour quelles raisons une entreprise pétrolière se place de manière aussi engagée dans la préservation du climat? Il n'y a pas si longtemps, les deux mondes étaient complètement opposés. Merci encore une fois pour cette invitation. Donc, c'est une occasion pour nous d'expliquer au large public la nouvelle stratégie climatique Sonatrach parce qu'ils sont identifiés pour nous comme une partie intéressée comme toutes les autres parties. Donc, comme vous le savez, le climat, c'est un enjeu international. Donc, tout le monde en parle, même ici chez nous. Ces effets, ils sont là, on ne peut pas les nier. Donc, il y a les questions d'augmentation de température, les questions de sécheresse, des crues violentes. Et l'objectif, c'est d'atteindre une température moins de degrés à l'horizon 2050 comparativement au niveau de pré-industriel. Ça, c'est un objectif global. Global. Au niveau de la Sonatrach, pourquoi la Sonatrach s'est engagée pleinement dans ce projet? Alors, pourquoi Sonatrach est engagée? C'est une conviction, premièrement, par rapport à l'environnement. Donc, il y a deux raisons. Donc, il y a une raison environnementale, il y a aussi une raison économique. D'accord? Quand on parle de torchage de gaz, c'est quand même des quantités que nous pouvons mettre sur le marché. Quand on parle d'émissions fugitives de méthane aussi. Donc, nous sommes convaincus de l'aspect environnemental et l'aspect qui concerne le climat fait partie de nos convictions. C'est pour ça qu'on s'est attelé à aller progressivement dans l'atténuation des émissions. Et l'objectif, c'est d'atteindre un équilibre entre nos émissions de CO2 et les puits de carbone. Alors, on va y arriver. Justement, la Sonatrach a mis en place dès 2019, ça ne date pas d'aujourd'hui, une structure organique chargée des questions climatiques, de l'action climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Alors, pourquoi justement cet engagement en faveur d'une communication transparente? Est-ce que c'est pour rassurer justement, par exemple, les partenaires externes? C'est de là que part cet engagement déjà, d'être transparent dans ce qu'on fait? La confiance ne peut être atteinte que par la transparence. Donc c'est un élément clé. Autant qu'entreprise, Sonatrach est pleinement consciente de notre responsabilité en tant que groupe pétrolier énergéticien. Donc cette transparence envers toutes les parties, soit les institutions nationales telles que le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Environnement. Il y a aussi les parties prenantes, la population. Donc nous devons être transparents sur... C'est une exigence aussi avec nos collaborateurs étrangers? C'est une exigence pour tout le monde, c'est pour les nations aussi, la transparence dans le domaine du climat. Donc, et c'est pour cette raison que nous avons déjà implémenté 2 pilotes en matière de MRV, monitoring, reporting et vérification de tout ce qui concerne le climat. C'est un projet national sous couvert du ministère de l'Environnement. Nous avons fait 2 pilotes. Nous avons l'intention de généraliser ces 2 pilotes à travers toutes nos installations. Voilà. Donc, cette exigence, elle est aussi de la part des clients, d'accord, des assureurs,
qui nous sollicitent à chaque fois de fournir ou de mettre sur la table ce que nous faisons en matière de protection du climat. Il y a aussi tout ce qui est institutions internationales telles que la Banque mondiale, etc. Oui. Donc cet engagement vient à rassurer toutes les parties prenantes par rapport à cette question. Alors que faites-vous concrètement cette fois pour obtenir l'adhésion des collaborateurs et managers? Il y a par exemple ce système d'offres, ce système qui offre par exemple des récompenses à tous les collaborateurs proposant des projets ou des initiatives visant à la préservation du climat. Alors, par rapport à l'adhésion des collaborateurs, il y a une démarche que nous avons adoptée. Premièrement, c'est le leadership des managers, du top management. Donc, sur la question climat, il y avait plusieurs réunions des conseils exécutifs par rapport à cette question, qui devient une réalité au sein de l'entreprise. Oui. Et nous avons déjà intégré certains indicateurs au niveau stratégique sur le tableau de bord de l'entreprise. Il y a aussi des questions de des séances de sensibilisation qui ont été tenues à l'égard des collaborateurs et particulièrement des managers sur le risque climatique, sur tous ces aspects. Donc le risque juridique, le risque commercial, il y a aussi le risque physique. Quand on voit un petit peu les crues, les températures. Qu'est-ce qu'on appelle le risque juridique? Alors, le risque juridique, c'est un petit peu quand vous dépassez certaines émissions, vous pouvez... Pour la taxe carbone. Voilà, il y a la taxe, il y a la question des taxes et la question de plainte aussi. Oui, il peut y avoir des questions de plainte. Donc, c'est une sensibilisation, mais il y a aussi un pavé très important, c'est le renforcement des capacités de nos collaborateurs. Parce que c'est un nouveau sujet. D'accord. Donc, alors, par quels moyens, justement? Voilà, donc c'est la formation. Déjà, on a formé plus de 300 auditeurs énergétiques. Et nous sommes en train de former aussi à l'étranger sur tout ce qui est l'élaboration des rapports énergétiques, mais propres à tout ce qui est thermique. Nous sommes en train de former tout ce qui est usage des caméras pour la détection des fuites de méthane. Nous sommes en train de former des groupes de spécialistes sur tout ce qui est baseline, c'est-à-dire le truc de référence des émissions. Oui. Voilà, donc on le fait. Et ce sont des formations continues, ce sont des programmes de formation continue. Là, c'est du spécifique qui est pointu. Oui. Maintenant, après ça, donc, il va y avoir tout un plan de déploiement de cette stratégie. Mais le plus important, c'est de fixer des indicateurs de performance à tous les niveaux. C'est-à-dire, le changement, c'est de voir chacun dans son rôle et sa responsabilité pour des indicateurs de performance par rapport à cette question du climat. Ce qui est recherché, c'est de mettre en place une culture bas carbone. Une culture bas carbone pour atteindre une excellence opérationnelle. Voilà ce qui est attendu à travers cette stratégie et le travail va continuer à se faire. Alors justement, le développement bas carbone de l'entreprise, ce dont vous parlez, c'est avant tout une culture. Il y a des programmes, vous l'avez dit, de formation continue, la sensibilisation, vous l'avez dit aussi. Et il y a aussi l'échange de meilleures pratiques avec notamment les partenaires. Comment elles se matérialisent, juste? Comment se matérialisent ces échanges, pardon? Tout à fait. Donc, les partenaires qui sont avec nous, avec Sonatrach, donc les échanges sont très simples, très directs. Donc, il y a même des MOU, des mémorandums pour l'échange des pratiques, etc. Oui. Donc là, les choses avancent parfaitement donc, sur ce domaine, parce que aussi ils sont avec nous, donc ils sont redevables de la même façon que nous. Ils ont des engagements par rapport au climat. Donc les choses avancent soit sur les échanges technologiques, soit sur les échanges de renforcement des capacités et aussi des pratiques. Donc les choses avancent parfaitement avec nos partenaires qui sont ici en Algérie. Il y a aussi des partenaires externes aussi. Des partenaires externes qui sont des technologues, etc., soit en Algérie, soit en dehors. Donc il y a aussi au niveau de l'Algérie, comme la ZAL, comme d'autres organismes, on est en train d'échanger pour trouver, et particulièrement dans tout ce qui est estimation des émissions, oui. top-down, etc.
Alors, la Sonatrach récupère aujourd'hui systématiquement les gaz associés au pétrole, vous me corrigerez si je me trompe, et dans le monde, la tendance des gaz torchés est plutôt à la baisse, avec un 3% selon un rapport du GGFR, le partenariat mondial pour la réduction des gaz à effet de serre. L'Algérie figure encore sur la liste des 9 pays qui ont recours le plus à cette technique. La Sonatrach annonce 0 torchage d'ici 2030. Est-ce que d'abord c'est possible et comment cela va encore se matérialiser? Merci pour cette question, elle est importante parce que c'est une question la question du torchage revient à chaque fois oui. soit dans la presse, soit à travers d'autres vecteurs de médias. Le torchage à Sonatrach n'a pas. La question de réduction de torchage à Sonatrach ne date pas d'aujourd'hui, elle date de plus de 30 années. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et GGFR en 2012 a primé Sonatrach pour des efforts. Et le dernier rapport de la Banque mondiale aussi reconnaît. 2022 ou 2023 reconnaît les efforts fournis par Sonatrach en matière de réduction. Il reste la question des chiffres annoncés. Nous avons nos chiffres. Nous avons aussi fait appel à l'Agence spatiale algérienne pour les estimations que je félicite au passage pour l'excellent travail qu'ils ont fait. On va y arriver parce qu'il y a une cartographie justement à faire Oui, mais la cartographie, elle concerne aussi le méthane. J'y arrive justement à propos du méthane et c'est finalement le gaz qui inquiète le plus. Oui. Donc il y a une excellente réduction des gaz associés ou non associés, ce qu'on appelle les gaz de routine en général. Oui. Les gaz de routine. Donc les efforts. Il n'y a pas que le CO2, il faudrait l'expliquer. Non. On parle que du CO2. Le torchage du gaz, c'est le gaz que nous mettons à la torche pour le brûler. Oui. D'accord. C'est quoi? Donc, il y a des champs, on ne peut pas récupérer directement ce gaz. Il est associé au pétrole. Oui. Donc, dans le temps, on récupère l'huile et on brûle le gaz. Maintenant, il y a beaucoup de solutions pétrolières qui ont été installées à travers les différents champs. Installations. Oui. Et ces efforts vont continuer. Donc depuis 2020 à ce jour, il y a une réduction de 28%. Donc la tendance baissière, on le registre, elle continue. Qu'est-ce que c'est moins 28%? Qu'est-ce que ça nous dit justement sur cette tendance? De mètres cubes. Oui. Sur combien? Sur combien qu'on émet justement? On était à plus de 3 milliards. Oui. Maintenant, on est à 2 milliards 500, presque 1 milliard de mètres cubes. Donc il y a effectivement un effort. Oui, un effort important, particulièrement à Hassim Saoud. Oui. Il reste aussi des efforts qui sont entrepris au niveau de la branche liquéfaction. Donc il y a une étude de Technodif qui est sortie avec des recommandations. Il y a 9 solutions qui ont été retenues. Donc ces solutions vont être mises en application. Donc ça va nous gagner encore 300 et quelques millions de mètres cubes de gaz. Alors justement, c'est grâce à l'entrée en exploitation de nouvelles unités de récupération des gaz torchés dans plusieurs régions du pays, avec l'introduction de la variable réduction du méthane dès la phase de conception de nos installations. C'est ça qui est nouveau. Non, la phase de méthane... Pour le méthane, en tout cas. Le méthane. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect torchage et il y a l'aspect émission, fugitif, ce qu'on appelle les émissions des fuites. Ah oui, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et dans le torchage, il y a aussi du méthane. Je parlais du torchage, mais le méthane pour le gaz. Le gaz, on le brûle. C'est ce qu'on appelle les torchères, on les brûle. Pour des raisons, il y a ce qu'on appelle le torchage sécuritaire, là c'est autre chose. On maintient les torches allumées pour des raisons de sécurité, mais le gaz associé, quand on ne peut pas le récupérer, on était obligé de le brûler. Donc il y a des installations, des solutions pétrolières, technologiques et techniques qui ont été installées pour récupérer ce gaz et le mettre dans les installations. Ce travail va continuer parce que notre engagement, c'est à 2030, c'est d'atteindre 0 torchage de routine. Oui. C'est un engagement que nous devons honorer. Donc les solutions sont là et sont en train de se mettre en place. Donc d'ici 2030, il faut le dire, d'ici 2030, il y aura 0 torchage de routine. De routine. Pas uniquement le gaz associé, mais torchage de routine en général, tout ce qui est, c'est plus technique. Et puis, à moins de 1%,
du torchage global. Donc, il est calculé sur la base de la production primaire pour EP, pour l'upstream, et par rapport aux installations de l'aval, c'est par rapport à la production, la quantité de gaz traité. Donc, combien qu'on torche par rapport à la condition de gaz traité. Donc, cet engagement, il est soutenu, il est maintenu. Nous allons continuer sur cette voie pour atteindre cet objectif. Donc, pour les gaz fugitifs, c'est une autre... Alors, les fuites fugitives, donc c'est des émissions réellement qui proviennent des installations. Oui, c'est des petites fuites qu'on ne voit pas réellement. Et ce sont les gaz qu'on séquestre par la suite? Pour le captage et la séquestration, ce sont ces mêmes gaz. Allez-y. Il y a une grande. Vous savez, quand vous avez des installations pétrolières, vous avez la jointure, la raccorderie, etc. Les joints. Donc, à partir de cela, il y a des petites fuites. Oui. Donc, ces petites fuites représentent ce qu'on appelle les émissions fugitives de méthane. Elles sont fugitives, elles ne sont pas contrôlées, elles ne sont pas prévues. Donc, l'objectif, premièrement, il faut les détecter. Donc, oui. Il y a une détection satellitaire, d'accord. Mais il y a aussi une détection dans ce qu'on appelle du haut vers le bas. Donc il y a aussi une détection avec des caméras. Donc on a acquis des caméras et on a commencé même des campagnes de ce qu'on appelle leak detection and repair, la détection de fuite et la réparation. Donc on a fait déjà un tronçon entre Rodenous et Hassim sur les canalisations. On est en train de faire Rodenous et c'est pour ça qu'on a formé les gens pour l'utilisation de ces caméras. D'accord. Donc c'est des campagnes qui sont répétitives. Une fois qu'on détecte la fuite, donc nous devons la réparer. D'accord. Il y a des techniques de réparation. Mais ça devient finalement rapide et beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on appelle les quick wins. C'est-à-dire, là, c'est un petit peu des actions que nous devons engager, que nous pouvons engager. Ça ne nécessite pas de grands investissements. Il suffit de... Voilà, ça ne nécessite pas de grands investissements. Le torchage, peut-être, c'est des solutions techniques pétrolières. Mais par rapport aux fuites de méthane, donc, ça ne nécessite pas il faut avoir une caméra, il faut avoir une image satellite pour détecter les super-émetteurs et aller vérifier réellement. Justement, à propos de l'image satellite, il y a aujourd'hui l'objectif de cartographier l'ensemble de nos émissions de méthane tout le long des chaînes gazières et pétrolières. Et il y a un investissement technique, vous êtes en train de le dire justement, et technologique important, dans la maintenance notamment. Il y a aussi donc le concours de l'ASAL pour arriver à cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, nous avons deux objectifs avec l'ASAL. Le premier objectif, c'est les estimations des gaz torchés. D'accord, comme je l'ai dit, donc il y a une valeur qui a été annoncée par la Banque mondiale avec laquelle nous sommes toujours en négociation, en échange par rapport à ces chiffres. Il y a une valeur, notre valeur, c'est-à-dire enregistrée au niveau de nos sites. Et le travail de l'ASAL est venu, c'est un terrain scientifique, d'ailleurs je les remercie pour l'excellent travail qui est fait. Donc une nouvelle estimation en utilisant des données satellitaires aussi. Donc ça c'est un apport important quand même. L'apport est très important, oui. D'accord. Leurs chiffres ne sont pas très loin des nôtres. Voilà. Donc ça nous reconforte dans notre position. Là, c'est pour le premier aspect de torchage. Le deuxième aspect que nous allons faire, on est en train de développer, ils sont bien avancés sur ce sujet, c'est tout ce qui est détection des fuites de méthane, des émissions, pas des fuites, on parle d'émissions. Donc, c'est pour avoir une baseline. C'est-à-dire, c'est quoi une baseline? C'est un niveau de référence sur lequel nous pourrons fixer des objectifs d'atténuation. D'accord. Le travail est en train de se faire. Prochainement, Inch'Allah, on aura les résultats. Et puis, il y a tout un travail aussi qui est en train de se faire au niveau par nos équipes au sol, en utilisant des méthodes de calcul pour déterminer la baseline de chaque unité. D'accord. Et c'est à partir de là, comme je l'ai dit dans la culture, on va aller fixer des objectifs bien précis, bien ciblés à chaque unité pour ces atténuations des émissions. Un mot aussi sur les nouvelles opportunités de projets de captage et de séquestration du carbone qui pourraient constituer aussi un portefeuille d'investissement rentable et aussi les opportunités d'utilisation et de valorisation du CO2 parce que c'est quand même très important comme segment. Alors, je tiens à rappeler que la première expérience en onshore pour la séquestration du CO2, c'était en Algérie. Oui, en 2004.
Voilà, donc elle a servi le monde scientifique. Donc c'était une référence dans ce domaine. Une référence, c'est un pilote. Donc c'est un pilote. Ouais. Actuellement, le CCUS-CCS, il est en train de se généraliser à travers le monde. Donc, pour l'instant, chez nous, il est identifié comme un levier dans notre stratégie. D'accord. Mais nos priorités actuelles, c'est tout ce qui est réduction de torchage, réduction des émissions fugitives. Mais cela n'empêche pas que nous allons nous pencher sur la question du CCS, CCUS pour aller de l'avant par rapport à cette question. Voilà. Il est utilisé par tous les travers le monde, etc. Qui est généralisé aujourd'hui. Oui. Commence à se généraliser dans le monde de ces investissements. Alors il y a cette collaboration avec les universités et centres de recherche. Oui. Là aussi c'est important pour, vous les avez sollicités justement pour proposer des solutions innovantes et faire la veille technologique. Alors comment se passe justement cette... Non, par rapport à cette question, nous sommes ouverts à toutes les propositions, mais il y a aussi des avancées avec notre direction centrale de recherche et développement, c'était qui est chargée de cet aspect. Mais aussi les universités peuvent apporter leur... Oui, je parle des universités, c'est à travers notre direction, il y a plusieurs conventions. Il y a d'ailleurs un projet avec l'Université d'Oran qui est fait avec le CRD, c'est tout ce projet Promos pour tout ce qui est détecteur des émissions de GS. Il y a d'autres sujets. Il y a aussi, avec d'autres institutions de recherche en Algérie, on est en train de travailler sur des sujets de détection tels que la détection par drone, etc. etc. Ouais. Donc il y a tous ces aspects qui sont en train de se développer. On est en train d'avancer sur ce sujet. L'efficacité énergétique de l'ensemble des installations industrielles, ça aussi, c'est un segment qui va être développé davantage par la Sonatrach. Quel type d'investissements vont être consentis ? Le premier investissement, il faut qu'on comprenne que l'efficacité énergétique, déjà, c'est le premier gisement en matière de récupération des émissions. Donc, nous utilisons le gaz pour faire fonctionner nos installations. Donc, comme je l'ai dit, nous avons fermé déjà 300 auditeurs. Nous avons audité toutes nos installations énergivores. Mais là, il faut y aller encore un peu plus dans l'efficacité énergétique opérationnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse fonctionner nos installations à des rendements bien précis qui sont indiqués dans le design. Parce que dès que vous sortez si vous ne les faites pas fonctionner au rendement indiqué, donc ça génère des émissions, donc ça génère aussi des consommations. Voilà, donc les recommandations qui sont déjà faites par l'audit de la pluriagence qui est chargé justement de faire développer le mix énergétique. Voilà. Nous sommes, il faut le dire, en Algérie un petit peu en retard concernant le mix énergétique. Donc, moi, je suis un petit peu parlé du côté efficacité énergétique de nos installations parce que ça représente un grand paquet d'émissions. D'accord, nous devons nous atteler pour les réduire. Maintenant, les mix énergétiques, donc, c'est une introduction graduelle. Donc, on a introduit l'énergie solaire pour l'usage interne de nos installations. Oui. Et ce projet, ces éléments vont être développés à l'avenir dans le cadre de la stratégie de Sonatrach, la stratégie nationale. C'est comme si l'hydrogène aussi qui va être développé. Justement, l'hydrogène vert fait partie des projets, au-delà des projets de centrales solaires déjà, photovoltaïques, il y a des projets pilotes pour l'hydrogène vert et ses dérivés. Oui, c'est des pilotes qui sont en train de développer. Donc, ça nécessite aussi le développement d'une expertise en interne, en Algérie, par rapport à ces aspects. Et Sonatrach s'est inscrite dans la stratégie nationale en matière de production d'hydrogène. D'accord. Il y a des pilotes, il y a des négociations, et il y a qui sont en train de se faire par rapport à tout ce qui est hydrogène. Donc, il va y avoir, comment indiqué dans notre stratégie, c'était une introduction graduelle, raisonnable de toutes ces énergies. Qu'est-ce que vous voulez dire par raisonnable? Non, c'est dans le temps parce que c'est des technologies. Il faut que il faut avoir le temps de développer. Oui, le coût, etc. soit. Donc, d'ici 2030, il y a évidemment des objectifs chiffrés. Matière d'émissions, oui.
En matière d'énergie propre, En matière d'énergie propre, oui. Pour l'hydrogène vert, pour le oui, solaire. Mais bon, sincèrement, c'est pas ma structure qui s'en occupe. Très bien. Donc, mais voilà, j'ai pas envie de me. Très bien. Mais il y a en tout cas des objectifs chiffrés, c'est certain. Bien sûr, il y a des objectifs à tous les niveaux projets, de ces projets. Voilà. Une dernière question sur ce vaste plan de plantation des arbres avec un volume de plus de 400 millions de plants d'arbres. Le programme de foresterie s'échelonnera sur une période de 10 ans et couvrira une surface au total de plantation de 520 000 hectares répartis sur l'ensemble des régions du pays. Alors c'est un vaste programme, c'est un programme aussi économique qui va générer évidemment de l'emploi. Il n'y a pas que l'aspect climatique. Merci pour cette question. Alors, j'ai utilisé le terme compensation, oui. C'est-à-dire compensation. Donc, l'un des puits carbone les plus naturels. Il y a deux types de puits. Donc, il y a ce qu'on appelle le CCS et CUS, séquestration. Ce qu'on appelle la séquestration technologique, mais il y a ce qu'on appelle aussi la séquestration naturelle du carbone. Ce sont les forêts, les sols, la foresterie, etc. Oui. Donc, cela, c'est pour compenser l'énergie utile. C'est-à-dire, nous avons une énergie que nous utilisons pour faire fonctionner. Oui. On ne peut pas s'en passer pour faire fonctionner nos turbocompresseurs, etc. Donc, c'est une énergie utile que nous devons compenser. Alors, sa compensation, elle va se faire par un ambitieux programme de plantation. Nous sommes en train de travailler avec les parties prenantes, en particulier la DGF. Oui. Qui commencera à partir de... Alors, on est en train... Quelle date précise? C'est un projet quand même ambitieux, où les coûts sont élevés, donc nous devons mettre tous les facteurs de succès pour la réussite de ce projet. Nous sommes en train de travailler avec eux, avec des spécialistes. Premièrement, il va y avoir une phase pilote de 2 ans. Dans quelle région? Alors, il y a une région spécifique qui a été retenue? C'est la DGF qui va déterminer les régions parce que nous exploitons le domaine forestier de l'État. Oui. D'accord, donc c'est la DGF. Donc il y a une première proposition déjà de quelques wilayas par rapport au pilote. Ces propositions, nous allons les soumettre à une étude de faisabilité. Parce que l'intérêt de ce projet, donc, comme vous l'avez bien précisé, il a des intérêts environnementaux, économiques, parce qu'il y a la création d'emplois derrière aussi. Oui, oui. Il y a aussi un frein à la désertification. Oui. Mais il y a aussi un intérêt pour nous, c'est les crédits. Il faut qu'ils soient enregistrés au niveau des instances pour les crédits carbone. Oui. Là, c'est la nouveauté. D'accord. Donc, nous devons mettre tous les facteurs de succès pour réussir ce programme. Et donc, tout ça, c'est la pérennisation de ces plantations. Donc, c'est un travail. Il y a le pilote, ça va nous servir d'une phase d'apprentissage. D'accord, par rapport à la gestion des forêts dans le cadre des crédits. D'accord. Donc il y a des formations, évidemment. Oui, il va y avoir des formations, mais là, ça reste ça relève du domaine forestier. Nous, on est, comment dirais-je, on est promoteur du projet, nous sommes maîtres d'ouvrage en matière de... Mais c'est un vaste projet, il va falloir beaucoup de monde, j'ai envie de dire, il va y avoir beaucoup pour de monde, le concrétiser. Et s'étalera sur 10 ans, mais il commencera à partir de quand? Est-ce qu'il y a une deadline? Nous espérons, si on termine l'étude de faisabilité, nous espérons commencer au moins le pilote l'année prochaine. L'année prochaine, très Nous espérons. Mais il faut que l'étude soit finalisée. Achevée, évidemment. Pourquoi? Parce que le pilote, le programme, il est acté. C'est-à-dire, on ne peut pas, il est acté. Les 420, c'est des estimations de la DGF aussi. 420 millions, 560 000 hectares, c'est acté. C'est-à-dire, nous, on va le faire, on va le financer. Maintenant, c'est la faisabilité c'est comment réussir ce projet. Oui. C'est-à-dire donner plus de chance à ce projet. Ce n'est pas uniquement planter, mais il faut planter quel type d'essence. Parce qu'il faut des essences qui absorbent le carbone. Donc, dans ce programme, il y a aussi... Donc, il y a forestation, il y a reforestation, il y a aussi une partie qui est l'agroforesterie, etc. Évidemment. Donc, il y a toutes ces questions-là que nous qui doivent être traitées avec les parties, mais nous espérons au moins le pilote
le lancer l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouamer Merci à vous. Abdelkarim. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Je rappelle que vous êtes directeur central à la HSE, à la Sonatrach, directeur central HSE à la Sonatrach. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.